Moi, c'est Léa. Peux-tu me dire qui tu es? Bonjour Léa, je me présente. Je suis la maison de Calan et je vais te raconter mon histoire et l'histoire des Anges Blancs pendant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale est une période de l'histoire de France dont on a beaucoup entendu parler à l'école. Je vais vous parler des infirmières diplômées mais aussi volontaires. Ce sont des personnes qui ont travaillé sans relâche pour des soldats pendant cette guerre. Pour certaines d'entre elles, le métier d'infirmière était une vocation, alors que pour d'autres, elles ont dû effectuer le travail volontairement, parfois sans connaissance, ayant tout appris sur le moment. Dans un premier temps, je vous parlerai brièvement du contexte historique de la Première Guerre mondiale. Ensuite, je vous développerai le sens du nom les Anges Blancs, donné aux infirmières pendant la guerre. De plus, je vous présenterai certaines villes comme Brest, Pont-l'Abbé, Loudéac et Quimper. Des villes où des hôpitaux complémentaires ont dû être ouverts par l'armée pour accueillir les blessés de guerre. Et pour finir, je vous présenterai, moi, mon histoire, la maison de Calan. Une petite maison du Bourg-d'Élian pendant la Grande Guerre. Et maintenant, peux-tu nous raconter la Première Guerre mondiale? La guerre 14-18 est le premier conflit mondial de tous les temps. Cette guerre a opposé 32 nations sur un champ de bataille couvrant 3 continents et toutes les mers du globe. Cette guerre a été terriblement meurtrière. 18 millions de morts. Déclenché le 28 juillet 1914, au prétexte de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine. Les causes de début de cette guerre sont autant politiques qu'économiques. La guerre 14-18 devrait être brève, mais elle durera finalement plus de 4 ans. Au petit matin du 11 novembre 1918, les représentants du gouvernement provisoire allemand signent l'armistice avec des alliés. La fin de la Première Guerre mondiale sera actée l'année suivante par le traité de paix de Versailles. Et que peux-tu nous dire des Bretons pendant cette guerre? Les Bretons ont été nombreux à être mobilisés lors de cette Première Guerre mondiale. 350 000 Bretons mobilisés tout au long du conflit. Ce nombre peut être expliqué par la démographie de la région. Le dernier recensement avant le conflit a eu lieu en 1911 et il indique une population de plus de 3 millions d'habitants. Ce chiffre s'explique par un taux de fécondité élevé. Une famille sur 3 était composée de plus de 4 enfants. La population en Bretagne était très jeune. 41% des Bretons vivant à la campagne avaient moins de 20 ans. C'est pour cela que nombre de Bretons se sont retrouvés mobilisés. 65,4% des hommes âgés de 18 à 45 ans contre 56,7% pour la moyenne nationale. Environ 140 000 Bretons y ont perdu la vie. Et peux-tu nous expliquer ce que signifie le mot les Anges Blancs? Ce nom donné aux infirmières de la Croix-Rouge et aux bénévoles des associations françaises dans les hôpitaux militaires pendant la Première Guerre mondiale a marqué la création d'un nouveau métier, les soins aux blessés. La première femme à se préoccuper de leur santé sur le front est une Britannique, Florence Nightingale. Cette femme est fondatrice d'un service d'infirmières pendant la guerre de Crimée en 1854. Léonie Chaptal s'inspire de cette innovation dès 1902 en France. Léonie est née en 1873 à Causse-d'Alès et décédée en 1935 à Paris. Elle était infirmière et directrice d'école d'infirmières. Elle faisait partie d'une famille française noble, célèbre pour sa participation à la vie politique scientifique. Léonie est notamment connue pour son action sur la prévention de la tuberculose et le développement des infirmières visiteuses pour détecter la maladie. Suite à ses études, elle continue à se former à l'hôpital,
notamment dans les hôpitaux et les écoles de Londres, qui sont fondées sur les principes de Florence Nightingale. Et que se passe-t-il en 1915 ? En 1915, face à l'augmentation des blessures et des maladies graves, elle encourage, avec les services sociaux, les services de santé, une plus grande formation de ses auxiliaires de la médecine. De nombreuses Françaises se dévouent dans des conditions difficiles, dans des hôpitaux de l'arrière, près du front, dans les ambulances, dans les salles d'opération ou au service de la radiographie avec les petites courries. Mais ce ne sont pas les seuls. Des infirmières de toutes les nations alliées de la France traversent les océans au péril de leur vie pour soigner leurs propres blessés autour de Paris et sur les différents fronts. Et pourtant, malgré ce qu'on peut ressentir actuellement, quand nous lisons les articles et les archives, les anges blancs, ces infirmières de la Première Guerre mondiale, étaient souvent traités dans l'histoire de la guerre d'une façon banale. Quoi de plus naturel pour une femme d'être maternelle et s'engager pour soigner les blessés ? Et même par chez nous, il y avait des hôpitaux militaires ? Évidemment, oui. Les hôpitaux civils et militaires parisiens se sont retrouvés rapidement débordés face à l'afflux massif des soldats malades et blessés. Des hôpitaux complémentaires, passés sous le contrôle du service de santé, furent rapidement installés dans les bâtiments réquisitionnés. Brest a été une ville particulièrement touchée et investie pendant la Première Guerre mondiale. Brest contient un port unique au monde. Sa rade est la plus belle qui soit au bord des mers. Brest est le seul port de France capable de recevoir à toute heure de marée des grands cargos de 9 à 10 mètres. La guerre a montré de façon éclatante le parti qu'on pouvait tirer de ce port de Brest. On peut imaginer que, grâce à son port et sa base maritime, Brest a reçu beaucoup de soldats malades. Malheureusement, je n'ai eu que peu d'informations au sujet des hôpitaux de Brest. Et que dire de Pont-l'Abbé ? L'Hôtel-Dieu de Pont-l'Abbé est devenu un hôpital militaire. Pendant plus de 4 ans, ce sont plus de 2000 soldats bigoudins qui tomberont sous le feu de l'ennemi. L'Aube, la Somme, le Pas-de-Calais, Verdun. Autant de lieux de combat acharnés où se battent des soldats venus de Bretagne au milieu des millions d'hommes mobilisés dans l'Hexagone. Des personnes décèdent sur le front, mais aussi à Pont-l'Abbé, à l'Hôtel-Dieu, déçus des blessures de guerre, comme en témoignent les registres de l'époque. Dès le 12 août 1914, 9 jours seulement après le début de la Grande Guerre, l'Hôtel-Dieu, récemment restauré et rééquipé, est réquisitionné et devient l'hôpital militaire numéro 38. Quelques religieux seulement sont appelés par le médecin-chef pour être rapidement remplacés par des infirmières militaires, des dames de la Croix-Rouge et les femmes de service. Les blessés, originaires de toutes les régions de France, sont arrivés et très rapidement l'Hôtel-Dieu a dû ouvrir une annexe à l'école Saint-Gabriel pour offrir une capacité de 240 lits. Dans l'hôpital, la salle d'opération est équipée d'un appareil complet de radiographie. L'Hôtel-Dieu a bénéficié d'un apport important de pansements, de vêtements et de linge venus des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Et à Combry de Sainte-Marine ? À partir de 1915, les 2 frères Henri et Hervé de Pellefontigno, de Kervé-Regan, ainsi que leur beau-frère Antoine Exelman, mettent leur villa de Trimène à Sainte-Marine. Ce lieu deviendra le lieu de convalescence pour les blessés de l'Hôtel-Dieu. Pendant toute la période de la guerre 14-18, les malades civils, dont les religieuses continuaient à s'occuper, étaient accueillis à l'hospice et il n'y avait pas beaucoup de place dans l'hôpital. Il a fallu plus d'une fois refuser des malades. La réquisition de l'hôpital sera levée en 1919. Plusieurs semaines de travaux ont été nécessaires pour remettre l'hôpital en état. Et que dire maintenant de l'Oudéac ? Au commencement de la Première Guerre mondiale, le vendredi 2 octobre 1914, l'école Sainte-Anne de l'Oudéac, dans les Côtes d'Armor,
a aussi été réquisitionné et transformé en hôpital militaire. Le bâtiment principal pouvant accueillir 107 lits. Cet hôpital comprenait également plusieurs annexes dans la salle des fêtes de la mairie et au manoir du Veau-Blanc. Malheureusement, on trouve peu de traces dans les archives municipales. Par exemple, on ne sait pas combien de blessés furent accueillis et soignés dans cet hôpital jusqu'à sa fermeture, à la fin du mois de novembre 1917. Dans un article paru dans le hors-série numéro 2, Mémoire du pays de Loudéac, en 1995, Pierre-Anne Cordier précise que les bénévoles ne manquèrent pas. Femmes et surtout les jeunes filles de Loudéac s'enrôlèrent sous la bannière de la Société des secours aux blessés militaires, l'une des 3 sociétés de la Croix-Rouge existant alors en France. Tu crois que tu peux me parler de la ville de Quimper pendant la Première Guerre mondiale ? Bien sûr que je peux. Cette jolie ville voisine à Élian, bien que Quimper soit une ville éloignée du front et à l'abri des combats, elle fut malgré tout bouleversée par la Grande Guerre. Dès le début de la mobilisation, en 1914, les établissements religieux ou d'enseignement se transforment en casernes pour confiner les soldats avant qu'ils ne gagnent le front. Très vite, ces établissements se transforment en hôpitaux destinés à accueillir et soigner les milliers de blessés qui arrivent à Quimper par les trains sanitaires. En plus de l'hôpital de Quimper, où coexistent des salles réservées aux militaires et d'autres affectées aux patients civils, l'armée ouvrira 6 hôpitaux complémentaires et 2 hôpitaux auxiliaires, dont l'un dans l'école normale rue de Rosbadec et l'autre au grand séminaire rue Verdelet. Si j'ai bien compris, il y avait donc 2 types d'hôpitaux ? Exactement. Il y avait les hôpitaux auxiliaires qui étaient gérés par la Société d'assistance aux blessés militaires et les hôpitaux complémentaires gérés par le service de santé militaire comme l'hôpital du lycée de la Tour de Vienne qui était l'hôpital numéro 20. Le personnel était constitué de médecins quimpérois qui n'avaient pas été réquisitionnés pour aller sur le front ainsi que d'infirmières volontaires. En effet, la ville doit faire face au cantonnement de 16 à 17 000 hommes, presque le double de la population que compte la ville de Quimper. Dès l'entrée en guerre en 1914, l'école communale de garçons ainsi que le lycée tout proche accueillent un bataillon du 318 régiment d'infanterie. Et pourquoi tout le monde voulait aller dans ce régiment ? Moi, je pense que c'est parce que c'était un régiment créé dans le coin et il y avait beaucoup de jeunes gens dans le coin qui devaient aller au service militaire. Et ils choisissaient surtout le 318e. Un hôpital temporaire est aménagé dans les locaux du lycée de la Tour de Vienne. Il sera équipé de 70 couchettes dès le 25 août 1914. Dès le 27 août, un premier train de 500 blessés entre en gare de Quimper. Plusieurs établissements d'enseignement sont réquisitionnés pour la durée de la guerre, où l'armée y ouvre des hôpitaux temporaires capables de recevoir un millier de blessés. Il y avait également un hôpital complémentaire de 300 lits au collège Libre Saint-Vincent, c'est-à-dire le LICAS, rue de Kerfata. Il a été ouvert le 16 juillet 1915 au 29 mars 1916. Il deviendra en avril 1916 un hôpital de convalescents destiné à libérer les hôpitaux surchargés par les blessés en voie de rétablissement. Après leur séjour d'environ 15 jours à l'hôpital, les soldats rétablis étaient renvoyés au front. Et donc d'autres hôpitaux complémentaires étaient actifs pendant la Première Guerre mondiale à Quimper. D'après les archives, on peut déterminer le nombre de blessés accueillis à Quimper, mais en revanche, nous savons que 221 soldats sont décédés des suites de leurs blessures dans les hôpitaux quimpérois entre le 2 août 1914 et le 24 octobre 1919. Et maintenant, raconte-nous ton histoire, l'histoire de la maison de Calan. Je vais te raconter ça. Ma famille de la lande de Calan vient de Landanette, un lieu dit situé à Élian. J'appartenais à M. Louis Yassam de la lande de Calan, qui s'est marié le 8 juillet 1793 avec Anne-Françoise Marie de Penfentillo,
Monsieur Louis-Hyacinthe de Lalande de Calan est décédé le 7 novembre 1842 à Aiguillon. De leur union, ils ont eu 6 enfants, dont Anne-Marie Jeanne de Lalande de Calan, née en 1798 et décédée en 1869. C'est le 23 octobre 1859 que Anne-Marie Jeanne de Lalande de Calan a fait donation de divers immeubles à Aiguillon, dont moi, la maison de Calan, aux filles du Saint-Esprit de Saint-Brieuc. Le but était de perpétuer les traditions de la famille qui étaient de faire le bien et aider les plus démunis. D'ailleurs, sur la tombe du père de famille, M. Louis-Hyacinthe de Lalande de Calan, il est écrit « Père des pauvres ». Et qu'est-ce qu'elles ont décidé de faire avec ces immeubles, les filles du Saint-Esprit? Alors, grâce à ce don, Anne-Marie Jeanne de Lalande de Calan permet à la commune d'accueillir les religieuses dont leurs compétences vont permettre d'instruire les jeunes filles et d'accueillir les plus démunis et les malades. La première religieuse arrivera courant décembre 1859, mais au fur et à mesure des années, l'école augmentera sa capacité d'accueil et le nombre de religieux augmentera également. En 1860, après des modifications sur ma bâtisse, les religieuses peuvent accueillir leurs indigents et les soigner dans de bonnes conditions. Dans les années 1900-1930, les religieuses que j'accueille se forment et se professionnalisent. Elles deviennent institutrices, brevetées, infirmières, mais également encadrantes de colonies. En 1915, l'école des filles de Sainte-Anne, lors du cours ménager, a confectionné 10 paires de chaussettes, 2 passe-montagnes et 3 chandails pour les soldats du front. Du temps de la guerre 1914-1918, l'interlocuteur de la communauté était M. de Londet, neveu de la fondatrice. Il y avait bien une infirmière dans la communauté de l'école chargée des visites et du soin aux malades à domicile. Elle s'occupait également des malades qui se déplaçaient jusqu'à la communauté, mais d'après les archives de la congrégation des filles du Saint-Esprit de Saint-Brieuc, il serait exagéré de parler de dispensaire. Un dispensaire, pour vous expliquer, est un établissement de santé qui dépend d'un organisme public ou privé et où l'on soigne gratuitement les malades. Cette situation de communauté composée de sœurs enseignantes et d'une infirmière à domicile était la plupart du temps générale dans tous les lieux où la congrégation des filles du Saint-Esprit avait des implantations. D'après ce que tu me racontes, elles n'ont pas été réquisitionnées pour servir dans les hôpitaux militaires. Mais ont-elles accueilli des blessés de guerre? D'après les annales de la communauté, la Première Guerre mondiale n'aurait pas eu d'impact dans le fonctionnement habituel de la communauté. Le nom de l'infirmière de cette époque est sœur Jeanne-Marguerite Tanguy, de 1895 à 1919. Elle est devenue entre-temps supérieure de la communauté, ce qui ne l'empêche sans doute pas de continuer à soigner les malades. En 1917-1918, sœur Jeanne-Marguerite Tanguy est aidée par sœur Césarie Olivier. Elles ont fait leur travail habituel. Ont-elles soigné les blessés de guerre? Cela n'est signalé nulle part. Elles n'ont en tout cas reçu aucune distinction, ni décoration, ni citation en ce sens. D'autres personnes, dont des sœurs, ont été gratifiées dans d'autres lieux. D'après les archives, il y avait de nombreuses religieuses infirmières qui ont été demandées pour servir dans les hôpitaux militaires ou hôpitaux complémentaires, et plusieurs maisons ou écoles de la congrégation ont été réquisitionnées. Mais pas les sœurs que j'accueillais. Par contre, j'ai accueilli des infirmières de la congrégation des filles du Saint-Esprit, mobilisées durant la guerre à Quimper pour vivre et dormir. À travers les routes et les sentiers, les sœurs infirmières allaient à pied ou en vélo soigner les malades à Quimper. En 1976, quelque temps après la Deuxième Guerre mondiale, des travaux ont été effectués pour me rénover et agrandir les lieux. La nouvelle bâtisse a été construite d'après la démolition d'un ancien immeuble. Cette bâtisse va y accueillir des nouvelles classes ainsi qu'un pôle d'infirmerie et soins. Les sœurs y procuraient des soins aux habitants et aux enfants. Ce bâtiment existe toujours. Et que dire pour conclure?
J'ai pu constater que la Première Guerre mondiale a été importante et a touché de nombreuses personnes et de nombreuses villes dans le Finistère. Comment imaginer que dans notre jolie ville comme Quimper, des soldats se battent pour la France? Heureusement que les citoyens étaient solidaires et ont su se montrer utiles même à l'arrière du front. Évidemment que mes pensées vont aux soldats qui se sont battus, mais il faut également penser à ces personnes qui ont travaillé sans relâche dans l'ombre de cette guerre, particulièrement à ces anges blancs, infirmières volontaires ou encore les religieuses, infirmières et beaucoup d'autres prénoms qui leur étaient attribués, qui ont dû travailler pour soigner les blessés de guerre. Certaines ne connaissaient pas le métier et ont dû apprendre sur le moment. Je n'ose imaginer les images des blessures, des soldats fatigués et blessés qu'elles ont pu voir pendant ces 4 longues années de guerre. Il était important que je vous parle de moi, la maison de Calan. Je réside sur la commune d'Élian. J'étais une maison qui appartenait aux sœurs du Saint-Esprit. Il y vivait des sœurs enseignantes et une sœur infirmière. Malgré que les sœurs n'aient reçu aucun blessé de guerre, d'après les archives, elles ont quand même participé à la Grande Guerre. Nous avons pu accueillir les infirmières de la congrégation des filles du Saint-Esprit des autres villes mobilisées dans les hôpitaux complémentaires de Quimper. Les élèves d'Élian, qui étaient instruits par les sœurs de la maison de Calan, ont aidé aussi en envoyant des vêtements aux blessés de Quimper. Et que dire sur l'avenir? Chaque Éliantais a une histoire avec moi. Et bientôt le 7, Ambroise Bénénique d'Élian, qui va fêter ses 80 ans, pourra écrire la sienne. Ah, vous ne les connaissez pas? C'est un groupe de jeunes avec une moyenne d'âge de 22 ans qui sont motivés à faire perpétuer la culture bretonne. Ils organisent même un grand fest de noces, la Nuit jaune. Je suis actuellement en travaux et très prochainement, je vais pouvoir les accueillir. Que j'ai hâte d'entendre la musique, les pas de danse et les rires vibrer à nouveau dans le mur.